Vous est-il déjà arrivé, enfant, d'avoir un ami imaginaire, un compagnon de jeu que vous seul pouviez voir, avec qui vous partagiez vos secrets les plus profonds? Pour la plupart d'entre nous, c'était une phase innocente, un simple produit de notre imagination fertile. Mais pour le petit Arthur Dubois, son ami imaginaire était tout sauf innocent. Son histoire est un avertissement glaçant sur les ombres qui se cachent parfois derrière le voile de l'enfance. Tout a commencé lorsque les Dubois ont emménagé dans cette vieille maison de campagne. C'était leur rêve, une bâtisse en pierre pleine de charme, loin du bruit et de l'agitation de la ville. Pour Marc et Sophie, c'était le cadre idéal pour élever leur fils de 7 ans, Arthur. La maison était isolée, entourée de champs, à perte de vue et d'une forêt sombre et dense. Au début, l'isolement semblait paisible, une promesse de tranquillité. Mais cette tranquillité allait bientôt se transformer en un silence pesant, rempli de murmures que seuls les murs semblaient entendre. Arthur, un garçon habituellement timide, a eu du mal à s'adapter. Ses parents pensaient que c'était normal, nouvel environnement, pas d'amis à proximité. C'est pourquoi ils n'ont pas été surpris quand Arthur a commencé à parler d'un nouvel ami. Il s'appelait Léo. Au début, c'était adorable. Ils entendaient Arthur rire aux éclats dans sa chambre, discutant avec ce fameux Léo. Léo dit que c'est drôle de faire peur aux oiseaux, expliquait Arthur à table. Léo connaît un secret sur cette maison. Sophie et Marc échangèrent des sourires amusés. Un ami imaginaire, quoi de plus normal pour un enfant de son âge? C'était un mécanisme d'adaptation, se disait-il. Un moyen pour Arthur de combler sa solitude. Ils n'avaient aucune idée de la nature de la chose à laquelle leur fils parlait. Les premières semaines passèrent et la présence de Léo devint de plus en plus tangible. Les parents ont commencé à remarquer des choses étranges, des jouets qui n'étaient pas à leur place, des portes de placard laissées entr'ouvertes alors qu'ils étaient certains de les avoir fermées. Un soir, Sophie préparait le dîner quand elle a entendu un bruit sourd à l'étage. Elle est montée et a trouvé la petite voiture préférée d'Arthur au milieu du couloir. Elle l'a ramassée, un peu agacée, et a demandé à Arthur de mieux ranger ses affaires. « Ce n'est pas moi, maman », a répondu Arthur avec une sincérité désarmante. « C'est Léo. Il n'aime pas que tu touches à ses jouets. » Le ton de son fils, dénué de toute malice, a fait parcourir un frisson dans le dos de Sophie. Les incidents devinrent de plus en plus fréquents et de moins en moins explicables. Un matin, Marc trouva tous les livres de la bibliothèque familiale empilés en une tour précaire au milieu du salon. Une autre fois, c'est un cadre photo qui tomba du mur sans aucune raison. Chaque fois, la réponse d'Arthur était la même. « C'est Léo ». L'inquiétude des parents commença à se transformer en une peur diffuse. Cet ami imaginaire semblait avoir une influence bien réelle sur leur environnement. Le comportement d'Arthur changeait aussi. Le garçon joyeux et un peu timide devenait secret, méfiant. Il passait des heures enfermé dans sa chambre, chuchotant avec Léo. Quand ses parents essayaient de lui parler, il répondait souvent par des phrases énigmatiques qu'il attribuait toujours à son ami invisible. Léo dit que les anciens propriétaires ne sont jamais vraiment partis, a-t-il murmuré un soir, les yeux fixés sur un coin sombre de sa chambre. Il dit que le petit garçon qui vivait ici avant s'est perdu dans les bois et qu'on ne l'a jamais retrouvé. Comment Arthur pouvait-il savoir ça? Les Dubois n'avaient jamais mentionné l'histoire de la maison devant lui. Marc décida de faire quelques recherches. Ce qu'il découvrit dans les archives locales lui glaça le sang. La maison avait en effet un passé tragique. 50 ans plus tôt, une famille y vivait. Leur jeune fils, qui portait étrangement le même nom que l'ami imaginaire d'Arthur, Léo, avait disparu dans la forêt voisine. Malgré des semaines de recherches intensives, on n'avait jamais retrouvé son corps. La famille, anéantie par le chagrin, avait vendu la maison et quitté la région. Marc sentit une sueur froide perler sur son front. La coïncidence était trop énorme, trop terrifiante pour être ignorée. La peur s'installa définitivement dans la maison. Les nuits devinrent un supplice. Des bruits de pas semblaient
résonnaient dans le grenier. Des chuchotements indistincts flottaient dans les couloirs. Sophie et Marc se réveillaient, souvent en sursaut, le cœur battant, avec le sentiment d'être observés. Ils installèrent un babyphone vidéo dans la chambre d'Arthur, espérant se rassurer. L'effet fut tout le contraire. En regardant l'écran, une nuit, ils virent leur fils assis, droit dans son lit, parlant à une partie vide de la pièce. L'air à côté de lui semblait plus sombre, comme si la lumière peinait à atteindre cet endroit précis. Parfois, l'image grésillait au moment où Arthur semblait tendre la main vers cette zone d'ombre. La situation atteignit son paroxysme une nuit d'orage. Des éclairs illuminaient la maison à intervalles irréguliers, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un cri perçant déchira le silence. C'était Arthur. Sophie et Marc se précipitèrent dans sa chambre. Ils le trouvèrent recroquevillé dans un coin, terrifié, pointant du doigt le milieu de la pièce. « Léo est méchant, il ne veut pas que je parte, il veut que je reste avec lui pour toujours », sanglotait l'enfant. C'est à ce moment-là que Marc vit quelque chose. Dans la lueur d'un éclair, une forme se dessina près du lit d'Arthur. Ce n'était pas l'ombre d'un meuble, c'était une silhouette, haute et déformée, une masse d'obscurité plus dense que la nuit elle-même. Elle n'avait pas de visage, pas de traits, juste une présence oppressante, malveillante, qui semblait absorber toute la lumière et la chaleur de la pièce. L'entité ondula, comme de la fumée noire, et sembla se tendre vers Arthur. C'était Léo. Et Léo n'était pas un esprit d'enfant perdu, c'était quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de prédateur. La panique prit le dessus. Sans un mot, Marc attrapa Arthur, Sophie prit quelques affaires à la volée, et ils coururent hors de la maison, sans se retourner. Ils sautèrent dans leur voiture et démarrèrent, en trombe, s'éloignant de la bâtisse maudite qui se découpait sur le ciel orageux. Dans la voiture, Arthur, blotti contre sa mère, pleurait doucement. Le trajet se fit en silence, un silence lourd de peur et d'incompréhension. Ils roulèrent pendant des heures, jusqu'à l'aube, pour mettre le plus de distance possible entre eux et cette maison. Ils trouvèrent refuge dans un motel anonyme, à des centaines de kilomètres de là. Épuisés, ils s'effondrèrent sur les lits, pensant être enfin en sécurité. La chambre était petite, impersonnelle, éclairée par le néon blafard de l'enseigne extérieure. Marc se leva pour tirer les rideaux. Alors que sa main se posait sur le tissu, son regard fut attiré par leur reflet dans la vitre de la fenêtre. Il voyait Sophie, endormie, avec Arthur dans ses bras. Il se voyait lui-même, debout, le visage marqué par la fatigue et la terreur. Et derrière lui, dans le coin le plus sombre de la chambre du motel, il vit une forme, une ombre mouvante, haute et déformée, qui se tenait là, silencieuse. L'ombre les avait suivis. Ils n'avaient pas fui la maison. Ils avaient fui avec son occupant. L'histoire des Dubois ne s'est pas terminée cette nuit-là. Elle ne faisait que commencer. Ils ont réalisé avec une horreur absolue qu'on ne fuit pas une ombre. Elle s'accroche à vous, elle fait partie de vous. Léo n'était pas lié à la maison, il était lié à leur fils, et il ne les laisserait jamais partir. Cette histoire nous rappelle que les peurs les plus profondes ne viennent pas toujours des lieux hantés, mais de ce que nous ramenons avec nous. Parfois, l'ami imaginaire n'est pas juste dans la tête de nos enfants, il est dans l'ombre, juste derrière eux, attendant son heure. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un enfant parler tout seul, tendez l'oreille. Vous pourriez entendre une réponse dans le silence. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'inconnu. À très bientôt.